C'est toujours un peu avec beaucoup d'émotion qu'on vient dans notre pays pour parler devant de son travail. Ce travail, c'est pas peut-être c'est plutôt une sorte de carnet de travail. Finalement, un travail n'est jamais terminé, il est toujours en cours. Donc, parler des essences du paysage, finalement, c'est parler de ce que je connais, mais ce paysage, il va se modifier, il va continuer, il y aura peut-être d'autres façons de le définir, c'est sûr. Donc, en réalité, c'est plutôt une envie de partager avec vous ce soir un peu ce parcours d'architecte ou d'architecture qui effectivement a trait au paysage, puisque j'ai gagné il y a très longtemps, il y a 25 ans en arrière, un concours qui s'occupait de l'autoroute. Et l'autoroute aura, parce qu'elle n'est pas terminée, elle se termine en 2016, elle aura occupé les 2 tiers de ma vie professionnelle. Inutile de vous dire que quand j'ai gagné le concours, j'étais ravi. Puis 2 jours après, j'étais paniqué en me disant, mon Dieu, toute une vie, comment ça va se passer, quoi. Alors voilà. Et c'est un peu ça que j'ai essayé de partager avec vous ce soir. Donc, les essences du paysage, on pense tout de suite d'abord à des paysages construits. Non, forcément, ici au Yémen, des énormes terrasses où on cultive. Mais finalement, on a aussi tout de suite, quand on parle de paysage, le problème de la forme. C'est-à-dire, en tant qu'architecte, on va devoir poser des objets dans un paysage. Alors, quelle force donner à ces objets? Quelle forme leur donner? Comment les intégrer dans un paysage ou comment dialoguer avec ce paysage? Ça, c'est vraiment un petit peu le défi ou la problématique. Bon, voilà. Donc, une voiture dans un paysage, est-ce que c'est bien le paysage qui est approprié à cette voiture ou la voiture appropriée à ce paysage? C'est vraiment un peu le débat de cette question. Peut-être rapidement, la conférence, il y aura la moitié sur l'autoroute et puis l'autre moitié, on passera à des ouvrages beaucoup plus modestes, mais qui quand même, finalement, suivent un peu le même cours d'idées. Effectivement, quelle forme donner à une autoroute? Est-ce que c'est cette forme ici? Ici, on a des bouches de ventilateurs, hein, d'aspiration d'air ou de rejet d'air qui font fonctionner le tunnel. Ou est-ce que c'est cette forme ici? Ici, c'est une entrée de tunnel, non? Ou est-ce que c'est cette forme ici qui est adaptée? Non, voilà. Ça, c'est la question qui se pose tout de suite en architecture. Non? Ou encore, est-ce que c'est cette forme? Est-ce que cette forme elle est adéquate avec le paysage qui l'environne? Toujours celle-ci? C'est toujours un point d'interrogation. Vous aurez compris que c'est quand même un peu ironique, hein, peut-être de façon assez claire. Non, ça, paraît évident. Et puis, bien entendu, alors j'ai quand même la chance, j'habite dans une région très montagneuse, donc cette autoroute traverse effectivement une dizaine de chaînes, etc. Donc ça fait à peu près une vingtaine de portails d'autoroute. Et ici, on est du côté, la Suisse étant subdivisée en cantons, ici on est du côté bernois, hein, donc on a une partie de cette autoroute, un portail du côté bernois, et puis c'est le portail que j'ai construit de l'autre côté de ce rocher. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on a une même géographie, mais finalement des langages différents, donc des formes différentes. L'idée n'est pas de dire elle est meilleure, elle n'est pas meilleure, etc., mais c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette forme est et pourquoi elle s'intègre dans ce paysage, ou elle essaye d'être intégrée à ce paysage. Quand j'ai gagné le concours, quelques mois après, je suis tombé sur un article assez intéressant qui parlait justement de la reconnaissance visuelle, de la rapidité avec laquelle l'œil capte les choses. Et selon Ceccaldi, la reconnaissance visuelle, elle peut se décomposer en 6 phases. Et c'est très rapide et moi je trouve ça hyper intéressant. D'abord, il y a une détection des lignes des bords. Ensuite, il y a un regroupement en ensemble géométrique, contours, régions, surface. Ensuite, on a une extraction des propriétés géométriques tridimensionnelles de l'objet. Finalement, c'est un peu comme sur son ordinateur. Hein. On dessine, on met en 3D. Ensuite, il y a une sorte de représentation structurelle invariante et indépendante du point de vue optique de l'observateur, c'est-à-dire que je sois dedans, en haut, en bas, etc. Donc, effectivement, comme le fait un ordinateur. Ensuite, il y a une mise en relation avec un répertoire mental de représentation qui permet de reconnaître qu'il s'agit bien d'un objet réel.
Et finalement, il y a un accès à un système sémantique qui identifie l'objet. Et je dois dire que ça pourrait finalement s'exprimer avec la vitesse, c'est-à-dire comment l'œil peut percevoir une forme à une assez grande vitesse, puisque l'autoroute, on la parcourt entre 80 et 120 km/h. On verra pour ces formes, finalement, on détecte toujours finalement un horizon, c'est assez clair. On détecte toujours une sorte de contour, on détecte des surfaces, on détecte ensuite un certain nombre de volumes. Ensuite, on détecte cette façon de dire c'est bien un objet. Indépendamment que je sois bien ici ou que je sois de l'autre côté, je vais toujours pouvoir le ressentir. Et puis, on se dit, tiens, c'est pas une usine, c'est pas un hôpital, c'est pas une maison, c'est bel et bien un ouvrage qui a quelque chose à voir avec la voiture. Donc ça, c'est effectivement une façon très claire de travailler. Ici, effectivement, une autre entrée de tunnel où on redétecte toujours cette ligne d'horizon qui est toujours très forte. On redétecte des surfaces, vous les voyez toujours ici dans ce portail. Finalement, la troisième dimension, finalement, qu'on soit dedans, ici, on est en dehors de l'autoroute. Ensuite, c'est bel et bien un objet, c'est bel et bien un élément qui a à voir avec quelque chose, avec la voiture. Et même si cet objet est très différent de l'objet précédent, on comprend qu'il appartient à l'autoroute. Toujours la même chose, on reconnaît toujours un peu cet horizon, on reconnaît toujours les surfaces, les volumes, on reconnaît que c'est un objet, dedans, dehors, etc. Donc c'est vraiment hyper intéressant à ce niveau-là. Mais ça veut dire aussi qu'il faut que les objets soient très clairs, c'est-à-dire qu'il y ait un minimum de choses, il faut qu'ils soient très cohérents pour que l'œil puisse vraiment capter en ces 6 phases les éléments. Il y a une autre entrée de tunnel que l'on retrouve ici, qui suit toujours un peu cette même façon de faire. Peut-être ce qui est aussi intéressant justement dans cette simplicité, c'est qu'on voit très bien qu'on a effectivement une entrée et une sortie, mais on voit aussi qu'on a des murs de soutènement. On voit aussi qu'on a un problème technique. Effectivement, il ne faut pas que le reflux de l'air vicieux soit renvoyé dans le tunnel d'à côté, qu'il n'y ait pas de court-circuit. Donc il y a un ravancement de l'élément. Et puis finalement, on a un élément qui est approprié à la vitesse, c'est-à-dire il y a une sorte de transition qui est créée entre l'extérieur et l'intérieur du tunnel, que l'on entre ou que l'on sorte. Donc finalement, cette forme qui est assez simple, elle répond à tous ces critères pour qu'elle puisse être en cohésion avec cette détection visuelle et aussi finalement dans ce paysage extrêmement beau. Je viens d'une région qui est magnifique, qui est vraiment splendide. Inutile de vous dire aussi que je ne suis pas un fan de la voiture. Quand j'ai gagné ce concours, j'étais assez malheureux, assez bizarrement. Je ne suis toujours pas très voiture aujourd'hui, mais finalement, de faire ce genre d'ouvrage, c'est quand même assez fascinant. Ici, un dernier portail qui était effectivement en construction. Vous voyez, ils sont assez différents, mais finalement, toujours avec cette histoire d'horizontale, toujours cette histoire de surface, de volumétrie, d'objets reconnaissables, de sémantique. On se dit, tiens, c'est quand même un objet qui a à voir avec l'autoroute. L'idée aussi est que tous ces objets forment une unité. L'autoroute n'est pas une succession d'objets, c'est très important, mais c'est bien un ouvrage d'art dans sa totalité, avec des sous-groupes de réponses différenciées en fonction du paysage, en fonction si j'étais dans la roche, dans un des premiers thèmes, ou bien si je suis dans une partie de la plaine, la plaine de Delémont ou la plaine de Porrentruy. Peut-être rapidement aussi, forcément qu'avec le temps, on s'occupe de la notion du paysage et on peut peut-être réfléchir en quelques secondes à cette notion. En fait, aujourd'hui, le terme paysage peut prendre plusieurs significations. On parle de paysages ruraux, de paysages de montagne, de paysages marins, de paysages urbains, de paysages picturaux, auditifs, symboliques. On peut aussi parler de paysage social, mental, et même de paysages de guerre, où la progression du conflit, elle creuse, change, bouleverse, modifie en profondeur un paysage connu et familier. Je cite ici Paul Virilio.
On sait aujourd'hui que, par exemple, dans le Vietnam, après les bombardements de la guerre du Vietnam, en fait, dans ces énormes cratères qui ont été créés, aujourd'hui, on y élève des poissons, on y fait de la pisciculture, donc, par exemple. Donc c'est étonnant de voir que la guerre, effectivement, change un paysage. Et mon Dieu, les photos que l'on voit sont assez claires à ce niveau-là. J'ai aussi découvert qu'un paysage peut être à caractère religieux. Francesco Soriano, qui parle de la Terre Sainte à la fin du XVe, déclare que non seulement la Terre, mais que toutes les choses qui la composent sont empreintes de sainteté, donc sont déclarées saints, les fruits, les arbres, les forêts, les légumes, les arbres, les champs, les pierres. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait tout de suite une différenciation entre le paysage et l'environnement. Le paysage, c'est une notion culturelle, et vous verrez pourquoi. L'environnement, c'est une notion scientifique, quantitative. C'est-à-dire, on va parler de combien de CO2 on a dans l'air, combien de phosphate on a dans l'eau, combien de quel type de végétaux on a sur un mètre carré, etc., etc. Donc les deux notions sont très différentes. Une fois, elle est vraiment liée au regard que pose l'homme sur le paysage, et l'autre fois, c'est un regard de scientifique. La construction d'un paysage et de son image sont donc indissociables et toutes deux intimement liées à l'activité de l'homme. C'est assez intéressant parce que si on pense à la Méditerranée, par exemple, aujourd'hui, elle se présente comme une image cohérente, en une unité originale, totalement créée par l'homme, en cours du temps. Dans un premier temps, donc, on n'a que les oliviers, les vignes et le grain, qui constituent le paysage autochtone. Ensuite, les orangers, les citronniers, les mandariniers sont introduits par les Arabes. Ensuite, les agaves, les aloès, les figuiers viendront de l'Inde, les eucalyptus de l'Amérique, les cyprès de Perse, les tomates du Pérou, le maïs du Mexique, les pêchers de Chine. Mais toutes ces plantes sont devenues des éléments constitutifs du paysage méditerranéen. Donc on voit que ce paysage que l'on croit être aujourd'hui naturel, en fait est un paysage qui a évolué dans le temps, très lentement d'ailleurs, mais qui est le paysage que l'on a. C'est assez intéressant et c'est assez drôle. Voilà un petit, comme ça, dans une fête foraine. Et on peut découvrir finalement sur cette fête foraine des panneaux où on dessine les paysages. C'est-à-dire, dans cette fête foraine, le paysage fait rêver, au même titre que l'enfant qui monte sur le cheval. Ici, un paysage, un dessin, étonnamment justement de Pete Mondrian. Et en réalité, c'est un dessin qu'il fait quand il est sur la mer. Non, et puis, ce dessin que vous connaissez bien, qui en fait représente New York, donc quand son arrivée à New York. Donc, deux façons de dessiner le paysage, non, la mer, les vagues, le loin, et puis le quadrillage de la ville. Mais donc, on a déjà une abstraction dans le dessin de ce paysage. Ici, on a une aquarelle de Dürer, c'est-à-dire que finalement, on est en 1500 et que on commence à prendre conscience qu'il y a un paysage et à le dessiner que très tardivement. Effectivement, on peut voir sur ces deux images une image à droite qui est en fait une peinture de Giotto, on est en 1400 à peu près, et on voit, si on regarde bien, finalement, le paysage, il n'y a pas grand-chose. Il y a des grands rochers, les arbres sont minuscules, on y représente surtout la Seine. Mais, par exemple, à gauche, on est là pratiquement dans un paysage dessiné par Lao Tse, et on est environ dans l'an 1000. Et là, par exemple, on sent déjà beaucoup plus le paysage très fort, avec des cascades d'eau, il y a des arbres, il y a une sorte d'atmosphère très humide, etc. Donc on sent que finalement, il y a des sociétés qu'on dit paysagères et des sociétés qui ne sont pas paysagères. La nôtre n'est pas paysagère. La notion de paysage, elle arrive à peu près, on la connaît depuis 200 ans. C'est les Anglais qui montent sur les montagnes, qui découvrent en partie la Suisse, etc. Quand on dit que c'est culturel, ici, quand même, un magnifique tableau de Nicolas Dostel, qui est Agrigente, où on voit tout à coup, mais qui donc peut voir Agrigente de cette façon-là?
Bon, c'est une façon de nous transmettre finalement son émotion. Le paysage qui est le mien, c'est justement le Jura, un paysage lui aussi pas si naturel que ça, puisque tout ce que vous voyez ici, en fait, ces pâturages sont des pâturages voulus, gagnés sur la forêt, non construits, délimités avec des murs en pierre sèche, etc. Donc, en fait, un paysage construit par l'homme, non très précisément. On y voit aussi des sapins. Alors, les sapins, on pense toujours que c'est un paysage naturel du Jura, pas du tout. Les sapins sont plantés effectivement assez tardivement parce qu'ils poussent vite et donnent beaucoup de bois. Hein. Donc en réalité, avant, on avait beaucoup de feuillus et on se retrouve aujourd'hui avec un paysage soi-disant caractéristique qui en fait est fait de sapins mais qui n'ont rien à voir au départ avec le paysage que l'on connaissait. Alors, est-ce qu'on a le droit dans ce paysage incroyable de venir rajouter ou d'inventer un autre paysage ? Et c'est une image que j'aime beaucoup, parce que c'est une image qui date maintenant, mon Dieu, de 23 ans, 24 ans en arrière. Et c'était peut-être la première fois où on faisait de la publicité pour une voiture. Et cette fois, cette publicité, on ne représentait pas la voiture dans un contexte sur une place italienne ou bien sur la muraille de Chine ou je ne sais pas quoi, mais on mettait cette voiture dans une sorte de paysage virtuel. C'est le début de l'informatique, début de la création au niveau du PC, etc. Et on voit que cette voiture, finalement, on ne sait même pas très bien ce que c'est, hein, mais tout à coup, on devine une sorte de paysage construit, un grand mur, une sorte de pont, etc. Assez étonnant. Et quelque part, je me suis dit, mais si on imagine, on invente un paysage, alors on peut effectivement créer un nouveau paysage. On a le droit de venir par-dessus un autre paysage, recréer une sorte de paysage, même si le paysage a déjà effectivement un passé. Bien entendu, quand on dit que le paysage est culturel, il est culturel parce que comment aussi à travers la photographie, par exemple. Non, ici, c'est un photographe dont je ne me rappelle jamais très bien le nom, je crois que c'est Min Kinnon ou un truc comme ça, qui se dénude et prend des photos de lui dans la nature, non, avec un retardeur. Et finalement, c'est assez étonnant. Mais parfois, il y a comme ça des courts-circuits qui se passent. C'est une image que j'avais en tête. C'est-à-dire cet homme dans le paysage, une forme dans le paysage, qui devient finalement aussi une forme du paysage construite dans l'autoroute, pour l'autoroute. Peut-être encore assez rapidement, mais pas si rapidement que ça, c'est-à-dire finalement, tout de suite se pose la question de la construction dans le paysage, du chamboulement de ce paysage. Alors ici, on a effectivement un portail quasi terminé, hein, qui est complet, et on voit dans cette image combien ce paysage est blessé, combien il est chamboulé, combien c'est monstrueux, et combien finalement c'est gigantesque, ces chantiers sont vraiment énormes. Et ce qui est assez intéressant, c'est finalement de dire le portail, il va être réfléchi au centimètre près, c'est-à-dire en fonction de la topographie du lieu, la pente, s'il était 10 mètres en arrière, eh ben, il n'aurait pas la même allure, s'il était 10 mètres en avant non plus. Donc finalement, ce qui était très difficile, c'est comment recoudre ce paysage. C'est-à-dire, c'est une sorte de grande opération à cœur ouvert, et comment je referme cette blessure autour de l'ouvrage. Comment les deux vont finalement se cicatriser l'un et l'autre. Alors on voit ici pour un autre portail, par exemple, hein, c'est vraiment c'est le type de chantier hein, qui a cette échelle. On voit ici effectivement de nouveau vers le bas cette énorme montagne qui est dénaturée, défigurée, qui est découpée. Ici, on voit le portail terminé et vous voyez très bien toute la marge encore de la cicatrice du trou hein, qui a été faite. Et quelque part, la centrale et le portail vont servir de contrepoids à la poussée de la montagne. Hein, c'est-à-dire, c'est elle qui va retenir les énormes talus qui sont à l'arrière
c'est-à-dire d'une façon à ce qu'elle, comme une sorte d'arc-boutant pour venir soutenir ce paysage. Alors c'est intéressant, c'est une image plus récente, mais vous voyez que malgré tout, 10 ans après, on continue à lire encore les blessures du paysage. Qui dit paysage dit aussi échelle, c'est assez intéressant. Il y a finalement, j'ai mis pas mal d'années, 2 ou 3 ans, à comprendre qu'un portail qui est haut de 5,50 m ou 6 mètres, qui est finalement monstrueux, n'est pas du tout monstrueux pour une autoroute. C'est vraiment une échelle de jardin, c'est-à-dire c'est le mur d'enceinte d'une villa ou d'un petit locatif. Non, donc ça, c'est vraiment très important. Cette échelle du paysage avec les objets, elles ont quelque chose de très clair. On le voit chaque fois. Ici, on voit très bien, par exemple, la ville de Porrentruy et l'échelle d'un axe autoroutier. À nouveau, encore ici, cette échelle. Alors, il y a 2 paysages. Il y a un paysage extérieur, celui que je suis en train de vous montrer. C'est celui, finalement, que l'on voit soit en avion, soit quand on se promène. Et puis, bien entendu, il y a le paysage intérieur, c'est celui qu'on parcourt en voiture, non ? C'est celui finalement de l'utilisateur. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que tant que le ruban autoroutier n'était pas construit, c'est vrai que ces ouvrages avaient l'air gigantesques et disproportionnés, mais dès qu'une fois qu'on remet le ruban autoroutier, on retrouve finalement une échelle tout à fait adéquate à cet élément. Voilà une image de l'élément à l'extérieur. Tout à coup, on ne voit plus le portail d'entrée, on ne devine plus que les bouches d'aération, les sorties. Mais on voit aussi que si on se promène quand on n'a pas de bouche d'aération, on voit que ces portails, ils affleurent à peine le terrain, et donc, quelque part, ils sont invisibles depuis l'extérieur, alors qu'ils sont très clairement marqués depuis l'intérieur de l'autoroute. Toujours ces regards un peu externes à ces éléments autoroutiers. Assez rapidement, on peut se poser la question, on se dit, voilà, la forme, non, mais quelle forme donner? Alors, quand on parle de forme, il y a une sorte de vocabulaire qui est inventé. Et cette image, je l'aime aussi beaucoup parce que c'est une image, on se dit, tiens, c'est quoi ce truc? Non, on se dit, mais il devrait y avoir un chemin de fer, non? D'ailleurs, c'est hyper intéressant, vous savez que les chemins de fer, cette image qui est typique des chemins de fer, en réalité, la voûte qui est là, c'est toujours des fausses voûtes, c'est-à-dire on plaque en pierre, non, l'entrée du tunnel, c'est un peu l'entrée de la maison, donc elle a un côté comme ça solennel, et on va faire quelque chose d'assez, encore avec un bossage, avec des choses assez particulières. Mais bien entendu qu'on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est que cet élément? Est-ce que c'est juste s'exprimer ainsi pour la voiture? Ça, c'était le projet qui était prévu donc, dans le Jura, c'est-à-dire avant qu'il y ait le concours. Ici, vous voyez, on a la centrale de ventilation. Donc, ce qui est ici, c'est effectivement tous les éléments d'aspiration, etc. Ici, on a encore un petit élément. Puis après, on a une symétrie parce qu'on a 2 tunnels. Puis après, on se dit, bon, alors on va quand même un peu améliorer ça. Alors, on met un petit triangle. Et puis, pour la cerise sur le gâteau, on va encore faire des croisillons, histoire de camoufler les objets dans la nature, dans le paysage. Alors ça, on dit, ça, on camoufle l'objet dans le paysage. Moi, j'y crois pas trop, hein, mais bon. Idem pour cet élément. En fait, ce qui est incroyable, on pourrait croire que c'est une villa avec une entrée de garage, par exemple la maison, et puis après il y a une cage d'escalier, puis il y a un grand salon, puis je ne sais pas quoi encore en haut. Eh bien non, pas du tout. C'est une centrale de ventilation pour autoroute, puisque vous avez les 2 voies ici, vous avez la centrale effectivement d'aération qui se passe par là, mais vous avez les aspirations qui sont ici, qui sont par là-haut avec une cheminée de rejet. Donc, est-ce que ce vocabulaire-là, est-ce que cette forme-là est adaptée à ce paysage-là? C'est bien la question qui se pose. Mais se pose tout de suite aussi la question, pas seulement d'une forme ou de l'autre, mais de toute la cohésion entre les formes ou les portails et de l'ensemble de l'élément autoroutier, de comment il y a les raccords, de comment on va
passer par-dessus, comment est-ce qu'on passe par-dessous, etc., etc. C'est assez complexe. On voit très bien ici, dans une photo d'après-chantier, où comment effectivement tous ces éléments vont être reliés ou raccordés ou être en dialogue les uns avec les autres pour recréer ce paysage. Et on voit aussi, effectivement, on a un mur qui est un mur de New Jersey, un mur de retenue, mais ce mur de New Jersey va devenir le mur de la galerie, il va redevenir le toit, il va continuer jusque là-bas, redescendre, puis redevenir le mur de parapet, etc., etc. Donc en fait, il y a une sorte de continuité très précise pour pouvoir les mettre ensemble. Ici aussi, on a la même chose, c'est-à-dire que finalement, on voit très très bien que l'assise de la route, elle est toujours exprimée, et du coup, on n'a pas l'impression qu'on franchit un pont, mais qu'il y a cette continuité, elle est toujours là, dans ce rapport au lieu. Bien entendu que les formes, elles ne sont pas juste comme ça, ce n'est pas juste pour faire beau, hein. Elles doivent fonctionner quelque part. Et la fonction, elle est assez précise. C'est un peu plus compliqué que ce que je vous montre ce soir, mais ça ne fait rien, ça sert quand même à comprendre rapidement le fonctionnement. On a une entrée d'air frais, on a des ventilateurs qui aspirent ça et qui injectent sous la partie du tunnel autoroutier, par exemple. En cas d'incendie, on a effectivement l'inverse, ça veut dire que le ventilateur est réversible, on aspire par le haut, il y a un clapet qui ferme effectivement l'entrée qui était avant, et on va éjecter dans le point le plus haut les fumées en cas d'incendie. Tout en réinjectant d'une autre façon encore dans le deuxième tube pour pouvoir faire respirer les gens, etc., etc. Donc on a quand même une machine très précise. Ce qui est intéressant, c'est que cette machine, elle est valable pour les deux formes du portail. On l'a ici de nouveau, c'est-à-dire on aspire l'air frais par l'arrière, on l'injecte ici carrément dans la calotte. En cas d'incendie, l'élément est réversible, le clapet le ferme, ce clapet qui aspirait par là, et puis on injecte de l'air frais par les côtés qui viennent par là pour pouvoir le remettre dessous. Voilà. Donc c'est quand même une forme qui est extrêmement précise avec des calculs de vitesse, d'air, etc. Encore ces objets qui sont par là. Peut-être encore rapidement, dans ce carnet de construction par rapport au paysage, alors vous verrez tout cet élément qu'on vient de voir qu'on appelle les grippons, c'est les grippons au départ, c'est le trou, un des éléments qui prépare effectivement à la fouille. Vous voyez, c'est vraiment gigantesque. Et la fouille, elle doit être encore arrimée. On a des ancrages. Ces ancrages, est-ce qu'ils vont être permanents, pas permanents? Quel est le langage On voit peu à peu l'élément sortir de terre. On le voit se construire. On le voit apparaître. On le voit prendre forme. Et on le voit terminer. Donc c'est quand même assez incroyable ce travail. Je vous dirais que finalement, d'avoir dessiné la centrale, ça c'était assez rapide, mais toute cette recomposition avec le paysage est extrêmement difficile. Et ici encore, finalement, ce dessin qui est très simple, où on vient effectivement tendre les éléments, laisser couler de l'eau encore, reprendre l'entrée par le haut, il faut créer une route qui va pour desservir la forêt, récupérer l'eau du toit, et finalement l'élément a exactement la même pente que le paysage dans lequel il s'insère. Idem pour cet élément, où on revient en arrière. Donc c'est le départ. Peut-être aussi ce qui est intéressant, quand on bosse pendant 25 ans sur le même thème, on se dit « ouais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ?» Non. Alors c'est intéressant de voir qu'au fur et à mesure que l'on travaille et qu'on réfléchit, et que la forme devient de plus en plus précise et de plus en plus forte, moi j'ai l'impression aussi que ce rapport avec le paysage est beaucoup plus clair. C'est le premier portail que j'ai dessiné, j'avais 30 ans, et finalement c'est un portail très architecte. Hein, on voit, c'est très tectonique, on y parle d'une grande plaque, on structure la plaque, c'est détaché, on a l'entrée, le petit nez, enfin bref, tout ça c'est assez mignon.
mais c'est quand même, est-ce que c'est vraiment un travail d'objet autoroutier? Avec le recul, bon, peut-être plus tout à fait. Je pense que cet objet ici est beaucoup plus intéressant, puisqu'il est beaucoup plus finalement volumétrique, hein. Il a une masse, il a une sorte de réponse au paysage qui est moins fragile, qui est beaucoup plus clair, qui est beaucoup plus sensé dans ce paysage. On le voit aussi de nouveau dans ce dernier portail qui sort de terre dans ce Jura. On a quitté un peu ces éléments d'architecte pour devenir un peu beaucoup plus finalement proche d'un monde de la géométrie et d'une certaine puissance de la construction d'ingénierie. Hein. On retrouve dans ces objets qui sont gigantesques. Et puis peut-être la troisième phase, c'est celle qui n'est pas encore construite, mais que je vous donne, puisque elle va être réalisée. On a un gros problème dans ces portails, c'est la fameuse quadrature du cercle. C'est-à-dire que finalement, vous avez un élément qui est rectangulaire, qui est très précis, et puis comment vous faites la transition avec le cercle. Alors, ce n'est pas que ce ne soit pas possible, hein, mais simplement c'est extrêmement coûteux. Et donc, en fait, je n'ai jamais réussi à faire cette transition de façon intellectuellement très claire, jusqu'au jour où, finalement, j'ai changé la forme du tunnel. Donc, c'était beaucoup plus facile de pouvoir réaliser ce contact entre l'intérieur et l'extérieur. Et on le voit ici en bas, la forme du tunnel est devenue effectivement, elle n'est plus tout à fait circulaire, mais elle devient comme ça par facettes. Et du coup, ça me permet de récupérer les parties d'entrée, les parties d'expression, les parties du nez, etc., de façon beaucoup plus claire et beaucoup plus en adéquation avec cet élément. Alors voilà un peu ces portails en devenir qui devraient être réalisés prochainement. On voit ici un peu toute la force de cet élément dans ce paysage, mais qui est due aussi à la géométrie du tunnel. Ici, on a des coupes encore dans la partie longitudinale où on reconnaît chaque fois ce travail intégré au tunnel et au portail dans ces éléments. Un plan, vous voyez que c'est assez rébarbatif, hein, c'est pas très folichon comme boulot, hein, c'est toujours assez étonnant. C'est un peu, parce qu'il y a quand même pas mal de choses, il y a des courbes, on est dans le tangentiel, il faut l'ouvrir, il y a le rapport avec le talus, il y a comment raccorder avec le trottoir, où va être le ventilateur, enfin bref, c'est un monde un peu rude. Voilà, ça c'est un peu pour la partie, je dirais, autoroutière, qui me paraît comme ça fonder un peu mon travail. Ensuite, il y a peut-être, en rapport avec le paysage, des choses plus douces qui sont un peu des découvertes que je vous donne aussi comme ça. C'est une maison que j'ai réalisée, j'en ai 4 ou 5 que je vais vous présenter ce soir. Et c'est une photo que j'aime beaucoup, mais pas tellement parce que la maison est belle, mais parce que le photographe, quand il a fait la photo, il m'a dit « Mais est-ce que tu as vu que la pente du toit est identique à la pente de la montagne derrière ?» Ben, j'ai dit non, j'ai pas vu. Mais je pense qu'en allant sur le terrain et en travaillant la maison, quelque part, l'impact de ce paysage est resté en moi et s'est retraduit sous forme d'un projet et sous forme de construction. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est ce dessin c'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est l'enfant de la famille pour qui j'ai construit cette maison, où on reconnaît cette grande pente. Non, alors lui, il n'a pas dessiné la montagne derrière, peut-être que ça viendra plus tard. Et cette maison, finalement, elle est calquée sur la montagne, puisque la montagne est en face, et elle est extrêmement raide à l'arrière, mais elle va se découper sur le devant, avec une idée de ne pas non plus toujours faire face à la montagne. Donc, par exemple, ici, on ferme pour avoir des vues plutôt en diagonale, pour ne pas être frontal avec la montagne, qui est très rude, et qui est aussi un paysage extrêmement violent. Et donc, on l'adoucit par une sorte de certain nombre de patios, un petit patio intérieur, ou des transparences, ou des diagonales aussi par une vue à l'arrière de cet élément. Alors on voit effectivement comment on réagit avec ces petits éléments de travail. On est juste en face de la cuisine, hein, et puis à l'arrière de cet élément. Ici on a l'étage.
Et puis finalement la maison sur le devant, avec ces éléments découpés qui redonnent effectivement, qui vont faire une sorte de filtre, d'impact avec la partie visuelle des montagnes qui sont très rudes en face. Et puis voilà, on a effectivement, vous reconnaissez ici la cuisine, on travaille face à ce paysage. Je vous montrerai plus loin une photo qui en parle. Mais il y a aussi des réminiscences. Par exemple, il y a des paysages incontemplés. C'est la petite maison de Vevey du Corbu. Peut-être que vous l'avez vue, elle est magnifique. Non, alors peut-être là on ne voit pas très bien, mais c'est des dessins que j'ai faits de ce lac Léman. C'est absolument magique comme endroit. Et puis c'est la petite maison du Corbu que j'avais visitée. Puis on reconnaît ici, par exemple, la salle de bain avec le chauffe-eau, la fenêtre en longueur du Corbu, le lac avec les montagnes et puis un évier. Et moi, je trouve quand même assez génial de se brosser les dents face à un paysage comme ça. C'est pas mal, hein. Moi, je trouve que c'est quand même plus intéressant que de se brosser face à son propre visage. C'est pas toujours drôle. Voilà, mais je vous donne quand même la photo parce que je trouve ça absolument magique. Et je trouve que ça ouvre comme ça des émotions face à un paysage vraiment grandiose. Et finalement, voilà, vous retrouvez la cuisine de la villa d'Ayen face à ces montagnes. Non, c'est pratiquement un copier-coller de cette émotion qui était glanée comme ça dans le temps, au détour d'une visite, au détour d'une émotion. Après, il y a des sortes de paysages prolongés. C'est une villa assez étonnante. Alors ceci, ce n'est pas la villa que je vais vous présenter, mais c'est une ferme que j'avais vue comme ça en Sicile, au détour d'un chemin quelconque. Je trouvais extraordinaire cette façon du pignon qui ne s'arrête pas juste à la maison. Non, normalement on n'a que ça. Mais là, tout d'un coup, on a un grand mur qui vient chercher cet élément. Puis la porte, c'est une coupure. Puis le mur repart dans l'autre sens. C'est finalement une sorte d'ancrage dans le paysage avec une force incroyable. Et on le retrouve ici avec ce mur qui n'en finit pas de l'autre côté. Et ça va être un thème pour cette maison que j'aime beaucoup, où on voit finalement ces grands murs qui repartent, qui deviennent les murs de la maison, qui deviennent paysages, qui viennent de la maison avec un couvert qui se détache, qui laisse passer la lumière, etc. Vous reconnaissez directement, on pourrait presque croire que c'est une entrée de tunnel, bien entendu que l'autoroute va influencer mes petits objets de façon assez forte. Oui. Le paysage de cette maison, c'est ça, c'est quand même incroyable. Et puis on retrouve cette maison voilà, face à ce paysage, une maison très blanche comme ça, mais voulue blanche parce qu'il y a pas mal de neige. Et ce qui est aussi magique, c'est aussi de nouveau cette différence de couleur avec la vigne et la maison qui s'insère dans ce paysage. Donc en fait, il y a des paysages rapprochés, des espèces de micro-paysages. Et moi, ça, j'appelle ça un micro-paysage. Et puis ce paysage très lointain dans lequel la maison s'ancre, comme vous l'avez vu auparavant. Cette maison, elle est assez intéressante parce que quand vous rentrez ici, vous n'avez pas de vue, vous n'avez pas de lumière, vous n'avez rien, en fait. Et c'est assez étonnant. Alors, les clients n'étaient pas du tout contents. Hein. Inutile de vous dire que de rentrer dans une maison, on ne voyait pas dehors. Ils se disent, mais il est complètement malade, cet architecte, c'est pas possible. Mais en fait, ce qui est très très beau, c'est que la lumière, elle arrive par là, puis elle monte comme ça vers le haut. Donc en fait, c'est un peu comme si vous étiez sous l'eau et qu'on éclaire l'eau, la piscine du fond, et que la lumière de la piscine remonte sur le haut. Et c'est assez magique comme sensation. Donc si on retrouve effectivement l'entrée avec la partie de la voiture, on retrouve ici effectivement, on glisse ici, on va chercher l'escalier dans cet élément. On a une chambre, une petite toilette, on a un petit débarras pour les vélos et autres. Ici, quand on a descendu l'escalier, on arrive dans la partie séjour qui s'ouvre sur ce magnifique paysage. On glisse à l'arrière où on trouve la cuisine et le coin à manger avec un paysage qui est le micro-paysage vers les vignes, alors qu'ici on a un paysage qui est celui du lac. Et puis on continue à descendre et on arrive dans la partie chambre qui sont par là avec la partie bain et les parties techniques. Voilà un petit peu l'arrivée de nouveau de cette maison dans ce paysage et à nouveau l'entrée
L'entrée un peu secrète. Non, pardon, je vais un peu trop vite. Ici, cette partie de la cuisine du coin à manger qui donne sur les vignes. Et ici, l'entrée, quand on arrive vers le haut, cette descente dans le séjour pour arriver effectivement, finalement, à voir le paysage du bas. Donc des vues en diagonale du paysage. Et le retour, quand on arrive vers le haut, c'est-à-dire on voit bien, ici c'est l'entrée, on entre par là, donc on voit pertinemment qu'il n'y a pas d'autres ouvertures, si ce n'est celle qui est offerte par cette espèce de cathédrale donnée par la lumière. Ici on a encore une vue depuis le séjour avec la cheminée vers la cuisine, et ensuite de nouveau cette vue incroyable sur le lac. Mais on a aussi des paysages captifs, on n'est pas toujours gâté, on n'a pas toujours des paysages incroyables. Hein. Alors ici, c'est une maison un peu différente. On voit que c'est une maison qui est construite avec d'autres préexistences, etc. Il y en a un peu partout. Quelle est la qualité du paysage environnemental ou immédiat par rapport à un paysage extraordinaire très lointain? Et finalement, cette maison, c'est une sorte de grande longue vue. Ce qui est assez incroyable, c'est que vous verrez, c'est-à-dire que vous pourrez voir à travers différents éléments pratiquement les montagnes d'en face. C'est l'arrivée de cette maison avec un côté très fermé, on a relativement peu d'ouverture, on est quand même une sorte de fortification. On le devine un petit peu ici sur le côté, on a juste cette ouverture ici, puis juste l'entrée, finalement, même l'entrée est assez secrète. On voit à quel point la maison est fermée sur les côtés, elle ne s'ouvre pas sur son environnement immédiat. Elle s'ouvre que pratiquement vers le lointain par cette grande verrière qui fait effectivement, c'est un cube parfait, il fait 6 mètres par 6 mètres. Et puis, il va chercher, parce que si j'avais que la lumière qui était là devant, ce ne serait pas suffisant, et donc il va chercher une sorte de chambre de patio suspendu qui va pouvoir amener de la lumière en diagonale dans toute cette maison, dans toute cette espèce de structure relativement fermée. Et on en voit assez bien ici le couvert. On a effectivement de nouveau la partie de rangement. On arrive, on ne voit pas directement, on tourne en diagonale, on est dans la cuisine, et puis on a le patio, on a la double hauteur sur le séjour qui est là, et puis on a la grande baie vitrée. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous cuisinez, vous voyez à travers un premier vitrage, un deuxième vitrage, un troisième vitrage, le paysage au loin. Donc en fait, une machine à paysage assez étonnante qui marche. Ouais, voilà. Vous êtes dans cette cuisine hein, et vous avez le premier vitrage, vous avez un peu le patio, là il est ouvert, le deuxième vitrage, puis le troisième on ne le sent pas, puis vous voyez le paysage au loin. Et vous ne voyez pas pratiquement toutes les petites maisons qui sont à côté. Ici vous avez une vue encore du patio. Et puis les chambres du bas, avec quelque chose d'assez étonnant, parce que le problème était de nouveau la vue qu'il y avait en bas sur les autres maisons, et le fait de créer une butte permettait de créer finalement un paysage extrêmement cadré au loin pour les chambres du bas. La vue du patio, sur le patio à votre gauche, et puis le séjour en double hauteur. Cette vue incroyable, le fait aussi de suspendre la maison, on a l'impression qu'on avance vers le paysage, alors qu'on devine en bas les maisons. C'est une façon de les mettre un peu en retrait. Et puis cette piscine, cet élément sur le côté, avec cette vue extrêmement cadrée, où finalement on ne voit que la tranche des montagnes, de façon très précise. Après, il y a des paysages à réaction poétique que j'aime beaucoup. Ici, un client étonnant qui m'a demandé une maison moderne, mais pas trop moderne quand même. Alors on a essayé de faire un truc moderne, pas trop moderne, avec un paysage intérieur construit et puis un paysage extérieur qui est très beau. En fait, étonnamment, quand j'ai connu mon client, il est en bordure d'un village, et puis c'est fantastique, et j'ai dit oui, mais enfin, là par là autour, vous n'allez pas pouvoir... on ne va pas pouvoir ouvrir, on va construire quelque chose. Et puis la personne me dit non, moi je suis propriétaire de cette œuvre. Moi je dis oui, mais un peu plus loin, il y a un chemin. Il dit non, moi,
ça m'appartient. Je dis, oui, mais les forêts, là. Puis il dit, non, 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 ça m'appartient aussi. Donc, je crois que c'est le type le plus riche que je connaisse, parce qu'avoir un compte en banque et un peu d'or, c'est peut-être pas, je sais pas, c'est peut-être bien, mais être possesseur d'un paysage, c'est quand même assez incroyable. Et voilà ce qu'il possède, hein, c'est-à-dire finalement, depuis sa chambre à coucher, ce type possède ça. Il possède ce paysage qui évolue en hiver, en été, au printemps, en automne. C'est une sorte de tableau créé par le Père éternel en continu, qui est quand même assez incroyable. Encore une petite subtilité de cette maison, c'est qu'il me dit, voilà, j'aimerais une maison plein pied, et puis le terrain est légèrement un peu en pente. Il me dit, mais il faudrait qu'on trouve la cote, hein, la hauteur de cette maison. Et puis il y avait un champ, la première fois que je suis allé, il y avait de l'herbe, et je sors mon mètre et je dis, voilà, la cote, ça sera 72 cm. Alors, inutile de vous dire que j'ai failli perdre mon client. Il s'est dit, ce type est complètement malade. Et puis en fait, non, parce que attendez, je vais essayer d'aller un peu plus loin, voilà, puis je reviendrai en arrière. Quand il y a le champ qui pousse, eh ben, vous êtes un peu comme sur une sorte de mer, de pré, non, qui bouge avec le vent, etc. Des épis de blé. Et je peux dire, c'est assez magique comme sensation. Et ce qui est génial, c'est que vous la vivez qu'une fois par année. C'est-à-dire, elle vous est retirée, elle vous est donnée en fonction de ce qui est cultivé. Et puis, à l'intérieur, face à ce paysage incroyable, un paysage construit, puisqu'il voulait effectivement aussi avoir un jardin, un élément à lui, donc une forme de maison qui permettait ceci, hein, c'est-à-dire finalement une maison qui construit son jardin, mais après le paysage autour vient lécher la maison, pratiquement comme si elle était construite avec une mer, avec de l'eau. Alors là, l'herbe n'est pas encore tout à fait assez haute, mais on sent un petit peu plus cette atmosphère. Puis après, il y a des paysages immuables, c'est-à-dire, par exemple, une vieille maison. Alors, c'est un paysage urbain que l'on connaît. Il y a quelque chose dans ces vieilles maisons, c'est une maison du 16e, elle est de 1530. Et ce qui est incroyable, c'est que 500 ans après, vous l'habitez toujours, et c'est toujours beau, vous vous sentez toujours bien. C'est une sorte de paysage intérieur, mais vous pouvez quand même le transformer, hein. Alors la chose la plus difficile, c'est comment ne pas abîmer la maison en créant une sorte de nouveau paysage intérieur avec des matériaux, ici par exemple avec du laiton, ou bien encore en laissant les choses comme elles sont. Et puis après, un paysage qui n'est pas le mien, mais que j'adore, c'est un paysage inventé. Alors c'est Moretti, Casa del Girasole, Rome. C'est complètement fou. Moretti est un architecte vraiment génial, qui a un drôle de type, hein, qui fait des choses incroyables sous le fascisme. Donc, dans les années 30, il fait peut-être les plus belles architectures que je connais. Ensuite, il va payer cher sa participation au fascisme. Il sera enfermé, il fait de la prison, et dans la prison, il connaît un promoteur qui va pratiquement lui commander les 30 prochaines années de sa vie en commande. Donc c'est quand même, je ne vous recommande pas de finir en prison, mais mine de rien, ça peut parfois quand même marcher. Ici, une esquisse de ce girasole, j'étais jeune, voilà, hein, même pas la date, avec une espèce de grotte creusée comme ça et autres. Et en fait, ce Moretti, normalement, quand on construit à Rome, on tombe toujours sur un bout de vieille pierre, un bout d'archéologie, etc. Et là, manque de peau, il creuse et il trouve rien. Non. Alors il se dit, zut, et qu'est-ce qu'il fait? Il recrée finalement ce monde archéologique ex novo, et il le fait de façon assez subtile. Hein. On a l'impression que c'est des restes de pierre, de bossage, d'éléments qui affleurent, etc. Mais en fait, tout ça, c'est du neuf. Mais il le fait aussi de façon extrêmement claire dans la façon dont il pose les éléments pour que quand même, ça ne soit pas du faux vieux. Et on voit ici, par exemple, dans ce socle de la Casa Girasole, comme ça, effectivement, des éléments qui restent, il rajoute dans les fenêtres, ou peut-être même encore des bouts
qui sont par là-haut, c'est étonnant. Et puis il va juste même insérer finalement un pied qu'il a, Dieu sait où, qu'il a trouvé Dieu sait où, peut-être à une brocante, non? Et moi je trouve ça d'avoir le culot d'inventer ça, de dire voilà, j'ai rien sous les pieds, mais tant pis, j'en crée un. Moi je trouve ça assez fascinant. Et puis ensuite, voilà, peut-être la dernière chose dans ce petit exposé, paysage sacré. Paysage sacré, c'est peut-être un grand nom, mais Giardino Pantasco, jardin d'oranger, c'est quand même assez fascinant, quoi. C'est une sorte de mur, non, construit par l'homme, et on enferme des plantes. Non, on les enferme pour les protéger des prédateurs, hein, etc. C'est la chose la plus la plus fragile que l'on a, mais aussi des oranges, peut-être les choses dont on a besoin pour se nourrir. Et là, on a un rapport forme-paysage parfait, non, puisque tout est réuni dans ce geste. Et finalement, c'est la rosée qui va finalement faire pousser ces orangers à l'intérieur de cette construction. Moi, je trouve ça vraiment incroyable. Et puis, il y a aussi un paysage que j'aime beaucoup. Alors, vous allez me dire, c'est un peu bizarre, c'est un arbre. Hein. Cet arbre, il y a un grand sapin avec l'ombre. Et Henri De Luca, que vous connaissez sûrement, qui est un auteur incroyable, lui, il dit, mais moi, quand je vais me coucher sous un arbre et que je rentre dans l'ombre que cet arbre fait sur le sol, eh bien, je me déchausse. Et moi, ça me fait toujours quelque chose un peu un frisson. Je me dis, comment ça, je me déchausse pour rentrer dans l'ombre de l'arbre, non? Effectivement, c'est une sorte de paysage sacré que Henri De Luca ressent et qu'il crée. Au prestige des paysages portant la trace du passé humain, naguère si intensément aimé, vint peu à peu se substituer pour moi des lieux de plus en plus rares, peu marqués encore par l'atroce aventure humaine. Jursenaar, c'est le dernier dessin, c'est une aquarelle que j'ai faite dans le Yémen il y a très longtemps. Et je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour des questions.